Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre Taman-Lecac, je suis Brand Content Manager chez Supermood et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je voudrais vraiment juste vérifier si vous m'entendez bien. Vous pouvez me répondre sur le chat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Alors, ce que je vous propose, du coup, c'est que, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous introduire l'agenda du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ça va se dérouler en deux temps. Il y aura d'abord une table ronde des échanges avec nos trois experts sur les différents justement temps forts de notre sujet, donc la reprise d'activité. Donc, l'idée, ce serait d'un premier temps d'analyser les effets du confinement, les impacts à différents niveaux. Dans un deuxième temps de cette table ronde, on va plus analyser les besoins actuels, donc de la reprise d'activité. Et dans un troisième lieu, on va du coup être plus dans une phase de prospective. On va vraiment essayer d'anticiper justement les transformations actuelles, enfin à venir surtout, donc des équipes commerciales. Et enfin, après justement cette table ronde, il y aura une session de questions-réponses avec vous. Donc à ce titre, je vous invite vraiment, si vous avez des questions, que ce soit au début, au milieu ou à la fin du webinaire, de les poser sur l'onglet dédié donc, qui est présent sur l'onglet questions. Et l'idée, en fait, ce sera vraiment, vous pouvez upvoter, donc voter pour les questions que vous estimez les plus pertinentes, et ça vous permettra de prioriser. Et n'hésitez pas à le faire vraiment dès le début. On pourra, nous, en cours de route, les prendre entre deux parties et justement pouvoir vraiment rendre le webinaire le plus interactif possible. Voilà. Alors, après cet agenda, du coup, ce que je vous propose, c'est d'introduire nos trois experts. Donc, je vais commencer avec Pierre Soria. Donc, Pierre Soria, tu es vice-président Europe de 360 Learning. Tu as plus de 25 années d'expérience dans le secteur, dont notamment tu es ancien DG France de Salesforce et de SAP SuccessFactors Europe du Sud. Et aujourd'hui, ça fait depuis quand même quelques années que tu es donc chez 360 Learning. Ce que je te propose du coup, donc bonjour, déjà, bonjour Pierre. Bonjour à vous, merci à toi et à tous les participants. Avec plaisir. Et ce que je te propose, c'est du coup de nous résumer en très rapidement, voilà, 360 Learning, ta vision. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, 360 Learning est une plateforme de collaborative learning. L'entreprise a été créée en 2014 et donc on propose une collaborative learning suite qui permet d'une part de maximiser l'adoption sur le learning, où en général on a des taux d'adoption qui sont faibles, grâce à des capacités collaboratives qui rendent l'expérience des personnes qui se forment du coup très interactives, très engageantes, qui permet également de décentraliser la création du contenu auprès des experts métiers de vos entreprises. Donc, ils travailleront demain avec les experts pédagogiques dans de la co-création de contenu à très fort impact. Et puis, on a développé une suite de learning avec des applications, comme par exemple pour le Sales Enablement, qui est un bon sujet pour aujourd'hui, pour le Field Training avec des capacités mobiles avancées, qui permet du coup de rationaliser plusieurs types d'applications de learning qu'à l'entreprise sur une seule et même plateforme. Voilà, on travaille aujourd'hui avec 1200 entreprises, on a plus de la moitié du CAC 40, donc de grandes entreprises comme SNCF, Safran, Michelin, je vous laisse lire ceux qui sont affichés, mais également beaucoup d'entreprises qu'on appelle nous le secteur du large ou du mid, qui peuvent être des entreprises qui ont quelques centaines de collaborateurs et qui sont du coup confrontés à des enjeux de formation et in fine de performance de l'entreprise. Voilà. Merci Pierre. Je vais transitionner du côté de Guillaume. Donc Guillaume Aurine, tu es Senior Director Marketing Produit chez Salesforce France. Tu t'occupes notamment de tout ce qui est stratégie de contenu. Tu aides les entreprises à se rapprocher donc de leur audience. Tu as une expertise de une expérience de 18 ans sur différentes dimensions, donc tout ce qui se trouve à l'intersection de la vente, du marketing, et tout ce qui est innovation digitale. Et tu as aussi en parallèle une expertise multisectorielle du fait de tes précédentes des expériences d'hier et d'aujourd'hui.
Donc pareil, je te propose d'introduire Salesforce, notamment Salesforce France. Parfait, merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Ravi de faire ce webinaire avec vous. C'est une situation pas facile, évidemment, que l'on a connue. En tout cas, Salesforce aujourd'hui fête ses 21 ans. Voilà, commencé une petite entreprise de la Silicon Valley par tout ce qui était autour des ventes, donc leader dans la gestion de la relation client autour des ventes, et puis progressivement a fait des acquisitions et a déployé sur une plateforme unique autour du client des solutions de service client, de marketing, aujourd'hui d'e-commerce. Donc voilà, une plateforme un peu globale autour de la connaissance client. Et puis, le 12 juin dernier, on a lancé pour une grande première en Europe une solution qui est autour de la gestion des capacités et des rotations des employés pour aider les entreprises à reprendre l'activité dans des conditions de sécurité et des normes sanitaires, donc toutes les règles de distanciation autour du travail. Donc, on s'engage maintenant sur la partie gestion de l'employé. Voilà, donc Salesforce, c'est plus de 150 000 entreprises à travers le monde. Ça va de Doctolib en France, de petites entreprises, des plus grandes comme Michelin, Engie. Voilà, donc il y a toute une palette d'entreprises qui utilisent nos solutions pour innover et pour continuer à se digitaliser. Très bien, merci Guillaume. Et donc notre troisième intervenante, Neila. Donc Neila Choukri, tu es directrice des opérations chez Supermood. Tu as une expertise notamment des grands comptes, tout ce qui est accompagnement stratégique des COMEX, des directions RH, des transformations. Et donc ça fait plus une dizaine d'années maintenant que tu accompagnes lead et accompagne le management stratégique qui est l'expansion opérationnelle des PME et des startups. Et pareil, je t'invite du coup à nous présenter Supermood. Alors, tout d'abord, ravie en effet de partager ce webinaire avec Salesforce et 360 Learning parce que c'est vraiment au cœur de la conviction de Supermood après l'analyse de plus de 3 millions de data, qui est de penser qu'on ne fera pas face aux transformations sans alliance et collaboration d'expertise complémentaires. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là que je suis ravie de l'effectuer. Et pour rebondir, alors Supermood, aujourd'hui, nous sommes leaders en France de l'engagement collaborateur. Nous avons principalement des grands comptes, mais aussi des petites et moyennes entreprises dans divers secteurs, avec la conviction qu'il faut trouver, je dirais, les moteurs de motivation et piloter les moteurs de motivation des différentes équipes pour arriver à maintenir l'engagement et détecter les risques de ces équipes-là, qui sont des données en réalité humaines et sociales, qui étaient en tout cas quelques années peu monitorées et pilotées. Et ce qu'on essaie d'apporter aujourd'hui, c'est de faire converger son business avec des données et un pilotage des données sociales et humaines. Voilà. Très bien, merci beaucoup Neila. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre première partie. La première partie, c'est vraiment analyser l'impact du confinement, des débuts de mois de la crise sanitaire et économique. Et du coup, pour introduire cette première partie, je propose que Neila, tu puisses un peu nous parler des datas qu'on a pu, qui ont pu être analysées dans cette période de début de confinement sur la plateforme Supermood. Oui, alors en réalité, donc évidemment, on a aujourd'hui plus de 170 000 collaborateurs qui s'expriment chaque mois sur notre plateforme sur divers sujets. Pendant la période du Covid, on a pu en tout cas laisser s'exprimer des collaborateurs qui étaient en télétravail, d'autres sur site et d'autres notamment en activité partielle, en tout cas à moins de 100%, ce qui nous a permis d'en tirer des trends finalement et de voir le pourcentage de personnes qui pouvaient être au-dessus du seuil de détresse dans les fonctions commerciales. Elles étaient pendant le confinement, donc pendant toute la durée du confinement, du coup du 16 mars au 11 mai 2020 à 35%. Donc, il y avait 35% des fonctions commerciales qui étaient au-dessus du seuil de détresse. Pendant toute la durée du confinement, il n'y a pas eu vraiment de fluctuation par période, indépendamment des annonces étatiques. Ça a été plutôt, je dirais, flat pendant toute la période. On le verra par la suite, la grosse évolution a été pendant la reprise.
Un côté positif qui, malgré le côté négatif, ça a été le nombre de personnes qui ont adhéré aux nouvelles formes d'organisation pendant ce confinement et aux nouvelles conditions, qui étaient au total de 81% des fonctions commerciales qui étaient positives, et donc avec un taux d'adhésion fort à ces nouvelles formes de travail. Donc, ce qui, en tout cas, promet une adaptation, en tout cas, plus rapide avec les bons outils. Dans les préoccupations, en fait, on a essayé de faire un peu une sorte de ranking, hein, les top 5 des préoccupations des fonctions commerciales pendant cette période de confinement. Ce qui ressort un petit peu, évidemment, dans l'impact premier, ça a été le moral, mais ça n'a pas été propre pour les fonctions commerciales, puisque la différenciation s'est plus faite sur des critères démographiques, régionaux ou de seniorité, d'un point de vue absolu et non fonctionnel pendant le confinement, parce qu'on était vraiment sur le risque sanitaire qui touche beaucoup plus à l'aspect physique et psychologique que fonctionnel. En revanche, sur les fonctions commerciales, il y a eu le moral et la confiance en l'avenir qui ont été les deux sujets les plus impactés, où 37% étaient en dessous du seuil, au-dessus du seuil de détresse, et 23% aussi sur la partie confiance en l'avenir. Et je dirais le sujet le moins impacté a été les liens sociaux. Peut-être parce que ce sont des fonctions qui ont l'habitude d'être un petit peu en vadrouille et donc de rendez-vous en rendez-vous, et qui n'ont pas forcément eu le même impact en termes de lien social que d'autres fonctions. Voilà. Oui. Du coup, est-ce que déjà, ce que je trouve intéressant, est-ce que Guillaume et Pierre, enfin, est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça, justement, avant qu'on puisse embrayer justement sur les effets du confinement, que ce soit sur le business model et sur les collaborateurs? Qu'est-ce que c'est? Si vous avez, Pierre ou Guillaume, si vous... Oui, on a beaucoup échangé avec Pierre et Leïla pour préparer, et évidemment, on a vécu le confinement de manière différente dans toutes nos entreprises, donc c'était intéressant de comparer. Il y avait plusieurs choses qui me revenaient en tête, c'est que nous, typiquement pendant le confinement, toutes les forces commerciales ont pivoté vers un modèle à distance, donc ça c'était déjà un des premiers points. On a eu énormément de clients à soutenir pendant cette phase pour stabiliser leur business. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de tech qui ont réouvert leurs bureaux. Donc, on est dans un mode un peu en ce moment où voilà, on essaie de trouver encore et de tenir les équipes, je dirais, en performance avec un contact client tout le temps. Donc, ces équipes qui avaient des quotas, typiquement, se sont retrouvées d'un seul coup avec des difficultés et un peu sous stress. Donc, Pierre, tu veux changer? Alors, nous, de notre côté, en fait, je vais vous faire sourire, mais on a même commencé le confinement une semaine avant. On pensait qu'il fallait faire un test pour voir si on arriverait à travailler comme ça. Nous, en fait, c'est le 9 mars que tous nos collaborateurs ont été invités à travailler en home office. En fait, ça s'est plutôt bien passé. On avait une culture qui était assez asynchrone dans l'entreprise et des gens même qui étaient habitués à travailler quelques jours par semaine en home office. Donc, nous, on s'est bien adapté. Par contre, ce qu'on a vécu, c'est une accélération de notre business qui est fort, puisqu'en fait, les entreprises qui étaient habituées à faire du présentiel, on y reviendra tout à l'heure, pour former leurs collaborateurs, ont stoppé du jour au lendemain à faire du présentiel, se sont tournés vers le digital à un moment, on va y revenir aussi, où les besoins de formation ont explosé pour compenser justement l'effet de cette crise sanitaire et le fait qu'il fallait mettre en place des plans de continuité d'activité qui nécessitaient de changer beaucoup de choses. Donc des commerciaux, en effet, qui étaient au bureau, qui étaient en magasin, qui étaient en point de vente, se trouvaient à la maison. Ils étaient habitués à travailler avec un chef qui était à côté d'eux, qui les aidait. Leur chef, c'est devenu des remote managers. Donc beaucoup d'impacts comme ça, des modèles d'organisation, des process, des outils qui ont été changés, qui leur ont été donnés, et donc un impact très très fort. Et tout ce que tu dis ici, Naïla, nous on l'a vraiment vécu avec les entreprises avec lesquelles on travaille jusqu'à présent, qui ont utilisé 360 pour délivrer toutes ces formations, et puis plein d'autres qui sont venus vers nous. Donc on a eu, nous, une phase d'accélération de notre business qui a été très très forte.
Très bien. Ce que je propose, c'est du coup qu'on enchaîne un peu sur l'étude de cas que Guillaume, tu voulais nous partager. Alors, pourquoi cette entreprise précisément? Est-ce que tu peux contextualiser rapidement? Oui, Et je sais que vous avez fait une vidéo là-dessus, mais ça peut être intéressant d'expliquer bien sûr. pourquoi c'est pertinent. Non, mais pour continuer dans la discussion avec Pierre, c'est clair que tous les secteurs n'ont pas été touchés pareil. Des secteurs du retail l'ont été plus, et de l'hôtellerie, évidemment, et puis de la restauration. Et j'ai pris l'exemple de Wartner. Nous, on a beaucoup aidé à Flelou, par exemple, ou Pylone, à préparer la réouverture à distance de leur magasin. Et pour Wartner, c'est une blanchisserie qui est sur Paris. Et puis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Alexandre Nassira, qui est dirigeant de cette blanchisserie. Ils sont 150 salariés et ils servent tous les grands hôtels de luxe de Paris. Et ils avaient digitalisé je dirais, leur commande de blanchisserie. Donc, ils avaient mis des puces RFID dans chaque linge. Et d'un seul coup, avec ce confinement, c'est toute l'activité qui s'est arrêtée. Et donc, c'est 150 personnes qui potentiellement au chômage partiel. Et Alexandre m'appelle et me dit, écoute, je viens de recevoir un coup d'appel de la PHP. Je viens d'avoir un coup de fil. Est-ce que tu pourrais m'aider à remonter et il voudrait réquisitionner en fait mon service de blanchisserie pour servir le personnel soignant dans les hôpitaux. Et donc, moi, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Donc, je mobilise une équipe chez Salesforce. En 2 jours, on monte une équipe de 10 personnes et on se met en ordre de bataille pour l'aider à sortir un service de conciergerie, donc faire pivoter complètement son business model de B2B qui servait les hôtels avant en conciergerie B2C pour le personnel soignant à destination voilà, et pouvoir même livrer en direct au domicile de cette personne-là. Et en 10 jours, on a monté tout un modèle autour de toute la digitalisation de QR code sur téléphone pour pouvoir récupérer facilement son linge propre et laisser son linge sale. Voilà, toute cette notion de pick-up. Donc, on a des technologies de field service qui ont permis de gérer les tournées dans Paris. Et ça a été plus de 8000 commandes la première semaine. Et là, je crois qu'on avait 100 000 personnes servies sur toute l'Île-de-France. Donc voilà, c'était un exemple de l'enjeu du maintien d'une activité, un changement complet et comment la technologie peut rapidement être mise en place pour faire changer ça. Et du coup, derrière, ça a déclenché plein d'idées puisqu'il y a plein de blanchisseries en France qui voudraient bénéficier de la plateforme d'Alexandre et plein d'autres services qui se sont accrochés derrière cette partie. Voilà. Donc, c'était une opportunité pour lui de repenser son modèle économique. Très bien. Et du coup, maintenant, je vais me tourner du côté de Pierre, plus sur justement l'impact du confinement sur les compétences et le renouvellement en fait des compétences des fonctions commerciales. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes observations par rapport à ça? Pierre, je crois que tu n'as pas enlevé le micro. Exact, désolé. Je parlais tout seul. Donc, non, on a vu pas mal d'entreprises venir vers nous et nous dire des choses proches de ce que Guillaume présentait, des entreprises qui devaient complètement revoir leur modèle. Un géant du luxe français qui nous dit les commerciaux qui étaient en boutique se mettent à vendre sur Internet. Comment peut-on faire donc pour les former, les processus métiers évoluaient assez souvent, liés à la fermeture de certains entrepôts, etc. Donc comment on s'adaptait et comment on formait les personnels à ces nouveaux processus métiers, comment on forme les gens sur des nouveaux rôles, on leur donne de nouveaux outils. Donc je deviens demain vendeur e-commerce, j'ai aucune idée de quels outils je dois utiliser, comment ça se passe. Donc on a vu un appel d'air très très fort. Le nombre de parcours, qui est nous en fait l'unité que l'on suit, donc les gens utilisent 360 Learning pour créer des parcours sur lesquels ils invitent leurs collaborateurs à se former. Le nombre de parcours créés s'est multiplié par 3. Donc on avait un trend de création de parcours que l'on suivait. Ce trend-là s'est accéléré par un facteur 3. Et le nombre des activités du nombre de personnes qui se formaient s'est multiplié par quasiment 2.
Donc, ça a été énorme. Et ce que l'on voit, c'est qu'avec une plateforme qui est simple d'accès, sur laquelle on délivre des formations qui sont impactantes parce qu'elles sont créées par des experts, eh ben, en fait, on a eu des taux de complétion très, très élevés. 98% des formations qui étaient shippées étaient suivies et complétées à leur terme en 24 heures. Donc, une appétence de la part des utilisateurs pour être formés et du management pour pousser des formations qui a été très, très forte. Ok. Je vous propose du coup qu'on passe à la deuxième partie, qui sont vraiment sur les besoins actuels des équipes commerciales qui se déconfinent. Pareil, pour introduire cette partie, Nella, je t'invite du coup à nous partager un peu les analyses que tu as pu faire. Voilà. Merci Pierre. Alors du coup, je rebondis également sur une des questions parce que j'en ai aussi profité pour mettre les réponses sur la partie des questions. Il m'avait été posé comme question, est-ce qu'il y a une différence notable entre des fonctions commerciales et d'autres fonctions pendant le confinement? Ce que j'ai répondu qui est non. Il n'y en a pas eu pendant le confinement, parce que comme je vous l'avais dit, en fait, c'était principalement des différences entre les femmes, les hommes, entre les moins d'un an d'ancienneté, souvent ceux qui étaient en période d'essai, avec la partie géographique ou autres critères démographiques et individuels plutôt que fonctionnels, sur lesquels on a pu voir des différences notables. En revanche, à la reprise, on a pu voir notamment des différences par rapport à d'autres fonctions. On l'a mis par la suite, mais en tout cas par rapport aux directions, il y avait des différences de 20% en termes de morale par rapport aux fonctions qui sont support ou direction et aux fonctions commerciales. Donc voilà, on a pu voir notamment sur la motivation qu'il y avait près de 40% des fonctions commerciales qui étaient démotivées à la reprise. Et là encore, versus 26%, notamment des fonctions direction, et on est aux alentours de 24% pour les fonctions support interne, notamment, et finance en interne dans les structures. Autre chose aussi qui était assez intéressant, c'est par rapport finalement à la baisse, au moment où, parce qu'on a étudié les différents moments des annonces étatiques qui avaient du coup un impact sur l'organisation du travail aussi. Et par rapport à la dernière annonce, à l'annonce présidentielle du déconfinement, on a eu une perte de la part des fonctions commerciales qui avaient un bon moral, qui a baissé de moins 10%. Donc, on a eu vraiment une baisse, drastique. Alors, en termes d'explication, on a évidemment des verbatims avec une analyse lexicale qui nous permet de recenser les appréhensions. Il y avait beaucoup d'appréhensions d'ordre logistique, familial, transport, mais surtout aussi par un manque de clarté par rapport à cette période dans laquelle ils avaient peur d'avoir une pression finalement des directions qui est c'est bon, on reprend. Donc, on est sur un trend, entre guillemets, où on va reprendre. Donc, on a la sensation qu'on attend quelque chose en termes de résultats, parce que c'est une fonction quand même qui est très attendue sur son résultat, avec beaucoup de fonctions qui n'avaient pas réévalué notamment leur quota. Et d'un autre côté, une reprise et un déconfinement qui n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Et donc, on a la sensation que la crise est toujours là, mais qu'on en attend plus que pendant le confinement. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de commentaires dans ce sens au niveau des verbatims. Ok, du coup, je vous invite, Pierre ou Guillaume, un peu votre sentiment, vos réflexions par rapport à ces enjeux de motivation, ces enjeux, notamment, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer chez vos clients, dans vos propres équipes, en phase de reprise là? Comment aborder cette complexité Sur la partie Salesforce, nous, on s'est retrouvés du jour à l'autre à essayer de reconnecter tous les employés entre eux. Donc, on utilise des espaces de travail collaboratifs partagés. On avait des difficultés au départ à respecter toute la visibilité des projets et puis relancer une activité cohérente pour tout le monde. Donc, on s'est tous mobilisés et puis on a des outils en interne qui nous permettent de vite
de vite interagir et de vite se mobiliser pour que tout le monde puisse être, voilà, ne laisser personne de côté. Ça, c'était le maître mot chez nous. Rester connecté avec nos clients. On a retravaillé tout un positionnement de nos messaging, puisque c'était pour nous, on donnait gratuitement pendant ce confinement des technologies pour que les gens puissent conserver ce lien social et puissent conserver une image de leur entreprise, hein, écouter l'ensemble des réseaux sociaux, mieux communiquer et recréer du lien, rester présent, voilà, dans le périmètre. Et puis ensuite, là, on s'aperçoit que on est passé par deux phases. Hein. Cette phase de stabiliser, là, on rentre dans la deuxième phase, qui est l'étape de réouverture et puis d'orchestration du travail en fonction des capacités. Donc ça, c'est un vrai deuxième sujet. Et on essaye de s'orienter vers un troisième qui est plutôt une croissance durable. Comment on repense la suite et comment on va pouvoir mieux vendre à distance. Nous, on estime que 35% des vendeurs vont rester à distance dans les 2-3 prochaines années. On commence à faire quelques meetings chez les clients, mais globalement, c'est vraiment une population qui travaille de manière différente et puis qui doit tout de suite s'adapter pour pouvoir présenter des offres à distance. Pierre, est-ce que tu as des éléments en complément? Alors, des éléments, oui, qui vont un peu dans le même sens. Hein. Les collaborateurs sont trouvés vraiment isolés chez eux. Nous, la particularité qu'offre notre solution, c'est qu'elle est collaborative. Ça veut dire qu'en fait, quand on se forme sur du digital, en général, on est tout seul et on fait next, 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 jusqu'à qu'on avalé le dernier slide. On subit un truc qui est top-down, que certains d'entre vous ont déjà probablement vécu. L'idée du learning sur 360, il est complètement différent. Chaque grain d'activité de learning donne lieu à un forum collaboratif où les apprenants interagissent entre eux et les apprenants interagissent avec celui qui a créé le cours. Donc les gens, du coup, ça a permis, et on a eu une augmentation du nombre d'interactions sociales qui a été énorme, de recréer ce lien social dont on parlait. Et les gens, au travers du learning, échanger entre eux sur, tiens, est-ce que tu as compris ce nouveau process, si on doit se former à ça, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, les gens interagissaient de façon très, très forte. L'autre capacité qu'on offre et qui était super intéressante, c'est des capacités de crowdsourcing, où on demande à chaque employé de l'entreprise d'exprimer ses besoins de formation. Et du coup, pendant le confinement, où on était dans un cas de figure vraiment inédit, où chacun était à la maison, les besoins de formation des gens pouvaient être assez différents les uns des autres. Et du coup, dire aux gens en temps réel, sans attendre que l'entretien annuel puisse avoir lieu, en temps réel, capter tous les besoins de formation de l'ensemble des collaborateurs, pouvoir les prioriser et lancer ensuite chaque projet de création de formation comme un projet en tant que tel, a été très fort et a vraiment permis à des entreprises. On reparlera de l'APHP, qui est l'exemple dont tu parlais, Guillaume, qui a du coup sollicité ses partenaires de façon différente. On les a également aidés, on y reviendra dans un slide. C'est le slide du moment. Alors, je pense que juste pour ce qui serait intéressant, en tout cas pour nos participants, c'est vraiment, quand je t'avais demandé, voilà, quelle étude de cas, quelle serait pertinente de partager, tu m'as parlé donc de la PHP, de Layton, et en fait, c'est juste une simple question, parce que je pense qu'après, il faudra aussi qu'on avance, mais selon toi, quelles sont les similitudes finalement? Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes organisations, les mêmes enjeux, mais j'imagine que si tu les as mis côte à côte, c'est parce qu'effectivement, il y a des enjeux communs par rapport notamment à la formation. Tout à fait. L'enjeu commun, c'était d'aller vite. C'était agilité, impact. L'assistance publique a eu ce qu'ils ont appelé la réserve sanitaire, qui sont tout un tas de gens qui devaient en fait rejoindre les équipes de l'APHP pour les aider. C'était des étudiants en médecine, c'était des internes, c'était des externes, c'était des médecins qui prenaient de nouveaux rôles. On en a vu à la télé dire voilà, moi je suis phlébologue, je deviens infirmier parce qu'on m'a demandé de faire ça. Donc tous ces gens-là, il fallait les former. L'APHP qui avait des systèmes mais qui ne permettaient pas d'avoir cette agilité-là, nous a sollicité, nous a proposé de voir comment on pouvait les aider. Et le résultat, c'est qu'en moins d'une semaine de temps, entre le jour où on s'est dit go et le jour où on a pu livrer
où eux ont pu créer les parcours, ils ont mis en place toute une démarche d'identification des experts, de création de content et de diffusion de ces parcours qui a été très très forte et qui a aidé justement cette réserve sanitaire à avoir le niveau d'expertise requis. Donc, aller très vite et pas avec des formations sur un type qui est assis à côté d'une cheminée qui vous raconte comment ça marche pour faire du management cadre. C'est quelqu'un qui prend un sujet précis, qui maîtrise parfaitement bien et qui l'explique à ses pairs. Layton, je crois qu'il y a un slide à suivre. Voilà, Layton, c'est une entreprise qui se servait de 360 pour former ses collaborateurs, qui avait déjà déployé l'outil sur une première population. Devant le succès du projet, Benoît Floutier, qui est en charge de ce projet, s'est vu en fait sollicité par tous les pays dans lesquels ils opèrent, la France, UK et les États-Unis, pour dire il faut absolument qu'on forme nos 1500 salariés très vite, et donc il faut créer plein de parcours, shipper ces formations, donc inviter les gens à se connecter à ces parcours, en espérant qu'ils se connecteront, qu'ils comprendront et qu'ils iront au bout de chacun de ces parcours. Le résultat, il a été énorme. Ils ont multiplié par 8 le nombre de parcours qu'ils ont créés en très peu de temps. Ils ont ouvert la plateforme à l'ensemble de leurs collaborateurs. Et le résultat des cours, c'est que 100% de leurs collaborateurs ont été formés sur des formations qui pouvaient être complexes, ont été formés avec succès en 2 semaines. Donc, le pivot dont Guillaume parlait, qu'eux ont vécu aussi, et qui a touché toutes les entreprises, et probablement chacune des entreprises de vous qui participez à ce webinaire, en fait, ils sont arrivés à accélérer ce pivot en formant les gens sous des délais très rapides. À la PHP également, des gens qui n'étaient pas du tout formés au learning, voire qui étaient pas très adeptes de ce mode-là. Ils sont arrivés très très vite, donc pas de barrière d'entrée sur l'usage. Du collaboratif pour faire que les gens partagent, et chez Layton aussi, on n'a pas indiqué ici, mais un nombre d'échanges sociaux très 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 élevé, qui a créé justement cette dynamique et le fait que tout le monde ensemble se forme et cette appétence et aille au bout de ces formations. Très bien, merci Pierre. Alors on va aborder la dernière partie. J'en profite pour vous rappeler que n'hésitez pas à partager aussi vos impressions du confinement, de la reprise, et c'est quelque chose sur lequel on va aussi nos intervenants peuvent rebondir. Donc l'idée de la dernière partie, c'est vraiment d'amener sur une analyse un peu prospective sur comment vendre demain, à quel point justement le Covid et le confinement ont changé énormément de choses dans la manière de vendre et que ces changements risquent de perdurer au moins dans les prochaines années. Et donc, on aimerait un peu, du coup, aborder ces enjeux-là. Je propose, du coup, Neila, que tu nous, pareil pour cette partie, que tu nous commentes un peu les chiffres que tu as pu retenir par rapport à ces enjeux-là. Pardon. Oui, alors là, l'idée, c'était plus de mettre en lumière, pour capitaliser, disons, sur ce qui a été positif pendant cette période. Donc, on a pu voir que, évidemment, la confiance en l'avenir et le moral avaient été au plus bas. En revanche, certains aspects positifs que j'avais déjà mentionnés préalablement concernant l'adaptation aux nouvelles formes d'organisation. Et je précise notamment, parce que la question a été posée, pour les fonctions commerciales en télétravail. Évidemment, j'ai exclu toutes les fonctions commerciales qui étaient en activité partielle ou autres. Donc là, on parle vraiment des fonctions commerciales qui ont continué leur activité en télétravail. Donc, on a eu une adhésion par rapport à cette partie-là. Autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'on a comparé les résultats avant le 16 mars, puisque l'avantage en fait de la plateforme, c'est que ces fonctions-là s'expriment tous les mois. Donc, dans le contexte évidemment de la crise sanitaire, on a eu une continuité, mais on a pu voir les évolutions positives ou négatives, et notamment concernant le niveau d'information du management.
il a été beaucoup plus positif qu'avant la crise, sûrement parce que le management, de par la distance, s'est vu justement poussé à surcommuniquer, à essayer de garder ce lien, justement. Et en tout cas, c'est au niveau des différentes fonctions, c'est la fonction notamment, et beaucoup d'autres fonctions front principalement, qui ont eu cette hausse, où on est passé du coup de 62% de satisfaction par rapport au niveau d'information du management avant le confinement à 79%. Voilà, je vais peut-être laisser Guillaume introduire l'étude qu'ils avaient menée avec Salesforce Research. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'on estime que 30-35% des fonctions commerciales pourraient passer de manière permanente à un modèle à distance, en remote. Et donc, tous les jours, j'échange avec de nombreux dirigeants, de nombreux clients qui s'orientent. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant de nos équipes à distance? Donc, on lance très prochainement, dans 2-3 heures, là, Salesforce Anywhere, qui va permettre, voilà, aux vendeurs de mieux travailler à distance avec tous les outils, faire des plans de visite, paramétrer des visites à distance, pouvoir intégrer des outils de vidéoconférence, voire même partager des liens de remote chat, en fait, pour présenter des produits à distance. Donc voilà, c'est tout des solutions technologiques qui arrivent, qui sont repackagées, mais mises à disposition sur un nouveau mode de travail, à la fois pour le marketing, à la fois pour le service, et pour d'autres personnes qui ont besoin de rester à distance. Très bien. Je vous propose du coup qu'on aborde 2 ou 3 dimensions de cette analyse prospective. La première, c'est le temps réel. C'est cette dimension que Pierre, tu as mentionné. Alors Naïla, je sais que tu avais pas mal de réflexions à nous partager là-dessus, et après, n'hésitez pas Oui, à rebondir dessus. notamment, c'était la réflexion de Pierre, et c'est vrai que le temps s'est accéléré pendant cette période, et on a vécu vraiment un besoin rapide d'accès à des formes qui étaient encore avec très peu de maturité pour certains. Donc, ça a été vraiment ce décalage entre la maturité pré-crise sur certains outils, certaines méthodologies, certaines formes, et le besoin d'accès immédiat, presque au moment où le besoin arrivait, d'utiliser, d'adopter vraiment ces outils-là. Donc nous, notamment, un peu pour l'anecdote, on était évidemment, on donne des datas en temps réel sur plusieurs collaborateurs, et en termes d'onboarding, par exemple, pour onboarder 16 à 20 000 collaborateurs, on a une gestion de projet qui durait, qui était déjà très courte par rapport à d'autres enquêtes, mais on mettait 2 semaines pour le faire. Là, on a fait des onboardings sur 20 000 collaborateurs en 48 heures. Donc, en fait, au bout de 48 heures, ils avaient leur dashboard avec l'accès aux données sociales, que ce soit de risque, de stress, de motivation. Et donc, évidemment, cet accès rapide, ça a été aussi pour nous une adaptation sur ce rythme-là, dans notre gestion de projet. Donc, ça a été vraiment, je dirais, dans les deux sens. Et dans ce cadre-là, dans la réflexion des fonctions commerciales, parce qu'on fait, en fait, chez Supermoon, selon les fonctions, selon le besoin et le contexte, on adapte du coup les dashboards finalement de suivi, de pilotage aux différentes fonctions. Et par rapport à la fonction commerciale notamment, on a noté quelques perceptions et opinions des équipes commerciales qui pouvaient être en tout cas récoltées à l'issue d'un dashboard et monitorées. Alors notamment, c'est ce qu'on appelle nous les questions vertes. Donc c'est vraiment l'analyse lexicale qui vous fait remonter notamment les besoins terrain. Donc quand il y a des blocages, on a notamment utilisé dans le secteur finance et banque avec tous les chargés d'affaires qui étaient avec leurs clients vraiment sur le front de bataille, je dirais, avec toutes les sociétés, les chargés de clients, et qui devaient remonter très rapidement les problèmes opérationnels, et du coup ça devait partir à la bonne personne au bon moment. Et donc, c'est aussi dans cette configuration que ça peut être utilisé au niveau des fonctions commerciales pour remonter rapidement des blocages terrain, blocages clients,
ou même des insights sur tel client, voilà, au bout de 70% de commentaires qui vont dans le sens d'un changement d'offre, évidemment, on va pouvoir acter dessus parce qu'il y a un problème de fit en termes de clientèle et de ce qui est proposé en termes de produits par rapport au contexte. Donc, ça a été une adaptation stratégique aussi de certaines récupérations de feedback ou également les besoins de formation. Notamment, et je rejoins ce que disait Pierre, sans forcément poser la question, mais c'est remonté en termes de besoins, notamment dans les verbatims, des besoins de se former à des outils, des besoins de se former à certaines méthodes, notamment de prospection. Comment prospecter dans certains secteurs. On n'a pas appris à prospecter à distance. Donc, comment ça se passe? Beaucoup de personnes avaient la sensation de se transformer en responsable contenu, puisque c'est tout ce qu'ils pouvaient faire à cet effet-là. Donc voilà, il y a eu pas mal d'appréhensions et d'autres récoltes en termes de dashboard. C'est évidemment la mesure du moral, où on a vu une forte corrélation entre la mesure du moral et la mesure de la motivation, puisqu'il y avait des hausses et des baisses qui étaient corrélées, et notamment beaucoup de personnes qui extraient avec les API ou qui intègrent leurs résultats, notamment de CRM, avec nos données de morale et qui peuvent justement avoir les corrélations entre le chiffre et le moral et la motivation de leurs employés. Donc, on est vraiment dans la symétrie des attentions, avec la détection des moteurs de motivation par population, parce que dans vos équipes commerciales, vous avez des fonctions différentes. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir segmenter. Et donc, les gens voulaient savoir, est-ce que telle fonction, dans ma chaîne commerciale, quelles sont les fonctions qui ont besoin de moi sur quoi? Donc, c'était aussi cette segmentation qui était importante et quelle partie de la chaîne est la moins motivée. Et enfin, la perception de réalisation du quota. Et c'est vrai que si beaucoup de fonctions commerciales avaient eu mensuellement, comme certaines équipes commerciales qui l'ont chez nous, en fait, la perception de réaliser son quota ou pas d'un mois sur l'autre, donc il y a des hausses, il y a des baisses, évidemment, il y a des événements qui viennent influer, mais il y a une perception qualitative qui va venir informer le manager, notamment, et les équipes sur oui ou non, je compte réaliser mon quota, et ça permet des révisions et de réagir vite plutôt que d'attendre la fin du trimestre ou la fin du semestre ou voire de l'année pour certains. Voilà, donc ça a été un petit peu la réflexion sur les feedbacks qu'on a pu donner en termes de dashboard à des équipes commerciales. Très bien. Guillaume, Pierre, est-ce que vous avez certains éléments sur lesquels vous voulez rebondir par rapport à tout ça? Ou non? Pierre? Sinon, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on passe du coup à la formation de demain. Alors, c'est plus du coup, je me tourne plus vers Pierre. Est-ce que tu peux un peu élaborer un peu plus, voilà, selon toi, on a 3 dimensions: créer rapidement, engager, valoriser les expertises. Est-ce que tu peux juste un peu plus élaborer rapidement pour nous dire voilà, comment on forme les commerciaux de demain, les fonctions commerciales de demain? Bien sûr. Donc, je pense en premier lieu, le monde d'après, on est dedans, et on ne reviendra plus dans le monde d'avant. Et le monde d'après, le monde d'avant, il a disparu pour probablement longtemps. On voit apparaître des clusters. Quand est-ce qu'on va sortir de cette crise sanitaire-là? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se prépare à absorber les prochaines crises potentielles? Les entreprises avec lesquelles on travaille se disent que le présentiel, qui coûtait cher, qui prenait du temps, il fallait trouver des salles, il fallait trouver le rétroprojecteur, il fallait trouver le formateur, il fallait mettre des gens en liste d'attente. Bon, tout ce truc-là, c'était compliqué. On sent vraiment un trend de plus d'efficacité, etc., qui va vers le digital. Maintenant, ce que les entreprises ont vu, c'est qu'on pouvait rapidement faire pivoter un modèle, adapter des gens, et du coup, cette agilité-là, qu'ils ne pensaient pas pouvoir avoir, maintenant qu'ils savent qu'ils l'ont, ils vont en profiter de façon forte pour développer vraiment leurs équipes. Donc aujourd'hui, créer des formations vite, ils ont vu qu'ils pouvaient le faire. Donc ça, c'est le premier point.
engager les collaborateurs au travers de phases pénibles, difficiles, qui ont un impact sur leur morale. Ils ont vu qu'ils savaient le faire et qu'ils avaient tous les outils qu'il leur fallait. L'expertise des métiers, elle est apparue comme étant vraiment essentielle. Les sachants doivent communiquer, partager leur savoir avec tous les autres. Dans une équipe sales, il y a un sales qui est arrivé super bien parce qu'il utilise certains outils, parce qu'il a certaines méthodes, parce qu'il organise son travail d'une façon particulière, parce qu'il s'est aperçu que les gens sont moins dispo le matin que l'après-midi quand ils sont chez eux ou le contraire. Bref, il va partager avec ses pairs l'expertise qu'il a apprise et du coup, il va permettre à toute l'entreprise d'être plus efficace. Et ça, c'est trois trucs fondamentaux. On les voit vraiment dans les entreprises. Nous, par chance, on est capable de les aider sur ces trois sujets, donc on est ravis. On a, pendant la crise, su aider avec des offres packagées particulières qui permettaient aux entreprises de démarrer avec des conditions de paiement particulières qui n'impactaient pas leur trésorerie, puisqu'il y avait pas mal d'entreprises qui étaient impactées par la crise sur leur trésorerie. On a monté des offres particulières, on a monté des offres commando pour les aider. Et là, on voit aujourd'hui que tout ce qu'elles ont vu les ont convaincus que c'était des choses qu'il fallait garder, qu'il fallait pérenniser et qui vont changer la donne durablement. Très bien, merci Pierre. Alors, c'est un peu la conclusion un peu de notre conversation. J'en profite juste pour rappeler donc, que n'hésitez pas à nous poser vos dernières questions. Il y a également un onglet sondage que vous pouvez voir à la droite de votre écran. Et c'est justement pour nous permettre de mieux situer vos envies, vos besoins, vos attentes. Et ça va aussi nous permettre d'améliorer les contenus de nos webinars. Et donc, pour cette dernière slide, un peu justement de débat, on a retenu, quand on a préparé le webinar ensemble, on a retenu 3 points importants. Donc, maximiser son agilité, collaborer à distance, accélérer sa digitalisation. Voilà, en guise un peu de conclusion de notre conversation, j'aimerais un peu avoir chacun de vous trois un peu votre sentiment sur peut-être un des 3 points qui vous parlent, ou les 3, mais en tout cas avoir un peu vos dernières réflexions par rapport à ces enjeux du métier de la vente de demain dans un contexte de déconfinement et de reprise d'activité, mais aussi d'un monde post-Covid. Peut-être Guillaume. Allez. Non, c'est sûr, tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient enterrés. Moi, j'ai échangé avec beaucoup de personnes chez Natixi, chez Sodexo. Il y avait des projets qui étaient à l'arrêt depuis longtemps dans la digitalisation, dans la dématérialisation de plein de processus, de la simplification. C'est clair qu'en un mois, là, tout est ressorti et ils se sont recentrés pour simplifier l'expérience employée, faciliter l'accès à la donnée et pouvoir mieux engager avec le client au final. Donc, comment je fais travailler toutes mes équipes à distance, comment mes managers restent, je dirais, concentrés sur et focus sur des industries, sur des parties de mon métier, et pas s'éparpiller partout. Donc ça, c'était vraiment un des sujets. Et puis ensuite, on s'aperçoit que il y a une trentaine de pourcents de certaines directions qui n'étaient pas encore digitalisées, hein, donc qui se retrouvaient un peu embêtées. Donc ça a accéléré vraiment ces parties-là pour que les projets puissent et que chacun puisse avoir un accès à distance à la donnée d'entreprise, et bien sûr la sécuriser en parallèle. Donc nous on a noté ça et puis derrière toute la partie de collaboration, de travail partagé, de pouvoir en temps réel interagir et dire voilà, j'ai fait telle partie et mobiliser un expert sur une problématique, ça fait gérer toutes ces parties-là a été clé et sera sûrement clé dans le travail des 2-3 prochaines années. Voilà un peu ce que je peux résumer par rapport à ce qu'on a vécu à la fois chez nos clients puis à la fois ce qu'on vit aussi chez nous. Pierre ? En fait, ces 3 sujets-là qui sont les 3 piliers un peu de la discussion, on les a abordés. L'agilité, clairement, les entreprises en ont eu besoin et je pense que les business models continueront et les organisations et les process continueront à pivoter dans les trimestres à venir.
La collaboration, clairement, quand on est seul, chez soi, c'est important de pouvoir collaborer, être engagé, garder le moral, le lien social. Et la digitalisation dont on parlait, tout ça, je pense que c'est vraiment les 3 piliers qui vont aider aux entreprises à repenser leurs ventes, leurs équipes de vente, leur processus de vente. Et que tout ça, comme on le disait, hein, je pense qu'on n'en a fait qu'une petite partie. Ce qu'on a vu, c'est la direction vers laquelle les entreprises maintenant vont aller. Elles y étaient un peu contraintes jusqu'à présent. Je pense qu'elles ont vu ce qu'elles pouvaient faire et du coup, qu'elles soient contraintes demain ou qu'elles le fassent par leur libre arbitre et que ce soit la stratégie qu'elles veulent mettre en place, la digitalisation de leur processus et du coup l'évolution du métier de sales est quelque chose qui va continuer à beaucoup bouger. Et nous, chez 360, on a la passion d'aider les entreprises à former leurs collaborateurs pour relever les challenges de demain. Et cette passion qui nous anime, ben, on est content de pouvoir la mettre au service de toutes ces entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui, on travaillera demain. Très bien, merci. Neyla, je te laisse le soin de conclure notre conversation. Oui, alors moi, je vais peut-être juste, évidemment, les 3 piliers, on est vraiment dans le futur du travail, mais qui s'est accéléré et qui est bien présent aujourd'hui. Donc en effet, c'était des piliers qui étaient enclenchés pour beaucoup et je rejoins du coup Pierre et Guillaume on a eu les mêmes, entre guillemets, les mêmes constats sur des projets en pause ou autres qui se sont accélérés pendant cette période. Et notamment, moi, je rajouterais un petit peu sur la perception et les plans d'action un petit peu des DRH avec qui on a pu être en contact. C'est notamment aussi sur ces fonctions-là, les fonctions commerciales et d'ailleurs beaucoup de fonctions d'un point de vue aussi assez global, d'un point de vue groupe. Il y a eu évidemment un contexte qui amène des réductions budgétaires sur les mois à venir, hein, donc d'un point de vue assez pragmatique qui aussi pose des problématiques de gel, d'augmentation de salaire chez certains ou autres, des quotas qui n'ont pas été révisés pour certains. Donc sans dresser un pessimisme total, mais justement d'autant plus dans ce contexte-là, il va falloir trouver des moyens de motiver les équipes par d'autres biais et donc de comprendre ce qui les motive. Donc notamment, c'est pour ça que certains projets sont aussi d'accélération, que ce soit pour garder le lien ou même pour l'expérience collaborateur, parce qu'il va falloir trouver d'autres moteurs que la partie budgétaire, qui déjà était très basse en termes de promotion les années précédentes d'un point de vue plus macroéconomique. Mais aujourd'hui, on est vraiment voilà, dans cette problématique. Et l'autre partie qui était des fonctions au sein des digitalisations, au sein des DSI, des directions digitales, qui avaient enclenché le pas, mais qui avaient beaucoup de réfractaires avec beaucoup je dirais, de barrières et peu d'adhésion sur certains postes, et ce qui a du coup facilité l'adhésion des collaborateurs pour accélérer certains projets, puisqu'ils ont été contraints de par le contexte et pas par l'organisation. Donc ça a aidé en effet à accélérer. Et donc, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on a été, en tout cas au sein de Supermood, on a été on va dire un outil, un tremplin pour permettre de montrer finalement ce qu'il y avait dans les organisations en temps réel, mais qui ne s'écoutaient pas d'habitude et qui en tout cas qui ne s'analysaient pas et qui ne se pilotaient pas de manière automatique, et de dire que évidemment des solutions, que ça soit comme Salesforce ou comme 360 Learning, sont des solutions aujourd'hui qui vont aussi permettre de pouvoir répondre à ces 3 pans et qu'il va falloir, entre guillemets, s'outiller de manière assez pragmatique pour arriver à anticiper finalement les évolutions à venir, les transformations de plus en plus rapides de par de ce contexte global sanitaire, mais aussi d'arriver à en tirer une opportunité
notamment de par une innovation grâce à cette collaboration et ces formations justement accélérées et ces contextes qui nous poussent finalement à trouver des nouvelles formes d'agir, des nouvelles formes de prospecter, des nouvelles formes, des nouvelles méthodologies finalement. Et donc voilà, donc c'est, je dirais, la crise qui donne 50% d'opportunités et 50% d'anticipation du risque, dans lequel, en tout cas, nos 3 solutions essaieront d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup, Neila. Juste avant de conclure, peut-être, si vous avez des dernières questions, on va les prendre. Sinon, je vous ai partagé des adresses contacts, que ce soit pour Supermood et 360 Learning, pardon. Guillaume, je te laisse le soin, si tu as une adresse Salesforce à partager, de la mettre directement sur le chat, histoire de, si vous avez des questions pour chacun d'entre nous, n'hésitez pas. Voilà, moi, je pense, de toute façon, Neila, j'ai vu que les questions avaient été répondues en live, donc je pense qu'on va probablement conclure là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, pour ces expertises-là. Et j'ai mis également des prochains webinaires à venir dans les prochaines semaines, soit pour 360 Learning ou Supermood. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi et beaucoup de courage aussi pour les mois à venir. Je pense que c'est important aussi de s'en donner. Mais en tout cas, et surtout, juste pour vous dire, vous aurez accès au replay et aux slides, en fait, juste après la fin du webinaire. Merci beaucoup, Pierre, merci Guillaume, merci Neila, à très vite et prenez soin de vous. Merci à tous. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à tous. Merci.